Conflit intercommunautaire Teke Yaka, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Daniel Asselo, a reçu le grand chef coutumier Yaka avec comme mission rassembler tous les fils et filles de Kwamouth pour rétablir la paix dans cette partie du pays. Un mort et 2 blessés dans le Nord Kivu, précisément dans le territoire de Rutshuru. C'est le bilan ce jeudi de la marche pour déplorer l'occupation de Bunagana par le M23 depuis 100 jours. Marie-Olive Lembe Kabila a offert ce jeudi des kits scolaires à une centaine d'écoliers de la ville de Goma, des kits aussi pour les enseignants, une promesse faite à cette population du Congo central pour promouvoir l'égalité des chances et l'école pour tous. Et en Iran, des manifestations continuent depuis le décès de la jeune Mahsa Amini. Un élan de colère grandissant qui se heurte pourtant à de nombreux obstacles pour espérer déstabiliser le pouvoir en place. À chaque heure, un nouveau journal sur Télé 50. Bienvenue à tous. Dans l'actualité, le Premier ministre séjourne depuis ce jeudi en ville de Goma, au Nord Kivu. Samalou Kondé en mission de travail dans cette partie du pays. Et c'est pour évaluer l'état de siège mis en place depuis plus d'une année. Dans une interview accordée à la presse, il indique qu'il va échanger avec toutes les couches sociales de la population pour le retour de la paix. Samalou Kondé a également adressé un message de compassion aux forces armées de la RDC qui combattent contre la rébellion du M23. Aujourd'hui, nous poursuivons notre mission ici dans le Nord Kivu où nous venons d'arriver à Goma. Il faut noter que dans cette province où nous sommes en plein état de siège, nous avons des problèmes particuliers parce que l'agression est doublée de ces actions justement que nous condamnons du Rwanda et nous tenons absolument ici à venir apporter notre soutien, non seulement à nos forces armées, aux autorités en place, mais surtout échanger avec toutes les forces vives de la nation pour avoir aussi leur ressenti pour mieux orienter notre action ici sur le terrain. Donc nous sommes très heureux d'être arrivés ici, d'être aux côtés de nos frères du Nord Kivu. Bien sûr, nous voulons être aussi aux côtés de la population, des populations les plus affligées. Nous parlons ici des déplacés, parce que vous savez qu'on en a beaucoup. Donc nous sommes venus avec une forte délégation gouvernementale, avec à la suite aussi le ministre des Affaires sociales, mais aussi une forte délégation de l'Assemblée nationale et du Sénat, car comme vous le savez, ils nous accompagnent. Nous sommes, nous, gouvernement, leur émanation, et tout le travail que nous faisons dans le cadre d'état de siège se fait sous leur contrôle et sous leur prorogation. Après avoir remis son rapport au gouvernement sur le conflit entre les Teke et Yaka, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur Daniel Asselo a reçu le grand chef coutumier Yaka avec comme mission rassembler tous les fils et filles de Kwamouth pour rétablir la paix dans cette partie du pays. La délégation a profité de l'occasion pour dénoncer les faux chefs coutumiers qui se présentent à Kinshasa dans le but de jeter le discrédit sur la province du Maïndombe. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières, Daniel Asselo, s'active pour trouver des pistes de solutions à la crise ethnico-tribale des Kwamouth dans les Maïndombe opposant les Teke et les Yaka. Après la descente d'une délégation gouvernementale dans la province pour s'imprégner de la situation, Daniel Asselo est resté attentif à la situation sécuritaire dans ce coin du pays. Sur ce, il a reçu une délégation des chefs coutumiers, parmi elles les grands chefs coutumiers Yaka, qui devraient réunir les siens pour organiser un dialogue pouvant mettre fin à ces conflits. Je vous demande une seule chose, de cesser des troubles entre vous. Ce n'est pas bon. Alors ce que nous cherchons, c'est la paix. Il faut que vous rentriez dans vos différents villages. Parce que nous voulons la paix. Les Teke sont vos frères et sœurs. Il fallait vivre en communauté, ensemble avec les autres. Les caucus des députés nationaux des Kwango se disent déçus de suivre à travers les médias la présentation auprès du chef de l'État d'un pseudo-chef traditionnel prétendant représenter les Yaka. Le gouvernement de la RDC use de son pouvoir régalien pour mettre fin à ces affrontements pour que la paix revienne à jamais.
Manifestation contre l'occupation des rebelles M23 ce jeudi 22 septembre dans la province du Nord Kivu, dans le territoire de Rutshuru, pour protester justement contre l'inaction de l'armée face au M23 qui occupe la ville de Bunagana depuis quelque temps. Lors de cette manifestation, une personne a été tuée et 2 autres blessés, dont un jeune homme d'une trentaine d'années qui a été dépêché dans une structure médicale de Bunagana. On écoute à cet effet le président de la société civile de Rutshuru. L'objectif réel, c'était en tout cas de demander à nos militaires de récupérer Bunagana et toutes les autres entités sous contrôle du M23. Également, donc, on était allé demander à l'autorité territoriale qui représente le chef de l'État dans le territoire de nous dire clairement qui donne des ordres au FARDC de ne pas combattre ses ennemis. Parce que nous connaissons très bien, nous vivons avec le FARDC. C'est une armée aguerrie, c'est une armée en tout cas qui a la capacité pour le moment de battre ces M23, mais nous sommes indignés de voir qu'il y a toujours un silence de leur côté, ils sont toujours dans la défensive alors qu'il y a des populations qui souffrent dans des camps de déplacés qui ont besoin de retourner chez elles. C'est comme ça que nous sommes allés demander à ce qu'ils fassent en tout cas un travail afin que Bunagana, d'autres localités, Boueza, Kisigare, soient récupérées dans un bref délai. Nous avons retrouvé des policiers, en tout cas, non formés, chose que nous déplorons, qui ont commencé à tirer sur des manifestants pacifiques. Malheureusement, on vient d'enregistrer un décès parmi les manifestants et 4 blessés, dont 2 sont graves et tous les blessés sont internés à l'hôpital de Rutshuru. Il n'est pas question de s'arrêter. Nous voulons avoir la réponse des autorités. C'est pour vous dire que demain matin, nous serons encore là pour faire pression jusqu'à ce qu'on trouve gain de cause. Parce que, comme nous venons de le dire, nous sommes derrière, nous soutenons nos FARDC. Nous allons les accompagner pour récupérer Bunagana. Je le disais en titre, à Boma, Mario Livlembe Kabila a remis des kits scolaires à des centaines d'élèves dans la province du Congo central. L'épouse du président honoraire Joseph Kabila est arrivée avec quelques membres de son ONG pour un objectif humanitaire qui consiste à aider les enfants qui ont l'âge scolaire à aller à l'école en toute dignité. Des kits scolaires composés des cahiers, sacs, lattes, stylos. Même les enseignants ont reçu des kits enseignants et les écoles des manuels scolaires. De cette façon, la présidente de l'ESBEL Initiative Plus ELK reste fidèle à l'un de ses objectifs qui consiste à promouvoir l'école pour tous et l'égalité des chances. On suit dans les conditions du direct l'ambiance qui a régné après cette distribution. L'actualité, c'est aussi les pharmaciens de la RDC qui ont protesté ce jeudi dans les rues de Kinshasa contre l'ordonnance nommant les mandataires de l'autorité congolaise de réglementation publique à l'encontre de la loi. Dans un mémorandum adressé au chef de l'État, ces pharmaciens estiment que cette situation compromet l'application du décret relatif à la création de l'ACOREP. Suivez. Nous référons à l'article 3 de l'ordonnance loi numéro 91-018 du 30 mars 1991 portant création de l'ordre des pharmaciens, qui dit clairement: nul ne peut exercer la pharmacie s'il n'est inscrit au tableau de l'ordre des pharmaciens. Il serait tout à fait naturel que le directeur général soit un pharmacien, car seul un pharmacien peut poser et endosser illégalement les actes 6 évoqués en rapport avec les attributions principales dédiées à la COREP. Tel n'est malheureusement pas les reflets qui donnent l'ordonnance nommant les mandataires de la COREP, lui dans la soirée du 3 septembre sur les antennes de la radio nationale. Parmi les mandataires nommés, il n'y a pas les représentants de l'ordre des pharmaciens, mais aussi les PCA et les DG ne sont pas pharmaciens. Cette situation compromet l'application du décret relatif à la création, organisation et fonctionnement de la COREP, ainsi que celle de plusieurs autres textes législatifs régissant le secteur pharmaceutique congolais à ces jours. C'est pourquoi, considérant la technicité pharmaceutique requise pour la COREP,
sans oublier l'éthique et la déontologie pharmaceutique qui doivent orienter ces animateurs, nous sommes venus solliciter auprès de votre autorité que les animateurs clés de cet établissement public chargés de la réglementation pharmaceutique, à savoir les DG et le PCA, soient des pharmaciens. Avant le retour de la saison pluvieuse, plusieurs caniveaux de la ville de Kinshasa ont reçu les cures de jouvence en vue de prévenir les inondations dont sont victimes certains quartiers, notamment Sokopao, Funa et Pakadjouma dans la commune de Limité, ainsi que l'avenue des Huileries située entre les communes de Kinshasa et Lingwala. La fondation Godard Motemona vient de répondre aux cris d'alarme des habitants des quartiers Sokopao, Funa et Pakadjouma dans la commune de Limité. Des sites en proie à des inondations pendant la saison des pluies. Grâce au financement de cette fondation, les travaux de curage sur la rivière Yolo, dans son tronçon compris entre première rue d'Ilandos et les ponts Forgeron, ont été effectués. Ces travaux d'assainissement vont permettre le drainage des eaux des pluies. Satisfaite, la population riveraine a réagi. Les travaux de curage que vous voyez ici, nous avons consulté encore une fondation de la place dont c'est un fils délimité, la fondation Fogomon de la fondation Godard Motemona. C'est lui qui a financé les tracteurs que vous voyez ici, ainsi que la cotisation de certains habitants du quartier. Merci à continuer toujours comme ça. C'est une bonne initiative qu'elle se poursuive jusqu'au pont Iteko. Nous remercions Godard Motemona pour ce geste. Signalons que le dernier travaux d'assainissement effectué sur la rivière Yolo remonte à plusieurs années. Le sénateur Jean-Philibert Mabaya a échangé avec le ministre d'État en charge des infrastructures, Alexis Guizarro, sur la politique des infrastructures routières en RDC. Une occasion pour des élus du Kwilu de formuler quelques pistes de solutions au profit du peuple congolais. Le sénateur Jean-Philibert Mabaya n'a pas caché ses inquiétudes relatives à la politique routière congolaise qui jusque-là n'a pas donné des résultats escomptés. Le président de la Convention des démocrates chrétiens rénovés et les ministres des infrastructures congolaises ont également évoqué dans leurs échanges l'état du pont Kwilu menacé à ce jour. Nous avons essayé d'échanger notamment autour de ce projet de la BAD, un financement de 110 millions de DTS pour des interventions à faire entre Njili et Batsamba. L'accord de ce financement a été signé vers les années 2020. On se pose la question où est-ce que nous en sommes. Il m'a dit que ce travail a déjà commencé. Mais plutôt que de faire une intervention complète sur la route, en fait ces interventions ponctuelles sur des lieux où il faut intervenir assez rapidement. Tout simplement parce que ce financement est limité. Le pont Kwilu est menacé. Il est menacé entre autres par toutes les eaux qui viennent d'un quartier qui s'appelle Kanzombi vers le Kwilu. L'élu des élus du Kwilu n'est pas reparti sans proposer quelques pistes et des solutions contenues dans son mémo au profit du peuple congolais. Il est bon au niveau du gouvernement de s'asseoir et de réfléchir pour établir les priorités. Et moi je pense que parmi ces priorités il y a les routes. Parce que les routes ont un impact à l'intérieur du pays. Sans route, vous pouvez cultiver mais vous ne ferez rien avec. Le sénateur Jean-Philibert Mabaya se dit satisfait de ces échanges. À l'Office congolais de contrôle, 38 membres du corps professionnel étaient en session de formation et de mise à niveau grâce au partenaire Bivac. Cette formation, dont la clôture est intervenue mercredi, visait entre autres la résorption du retard constaté dans le programme de transfert de savoir-faire et des compétences. Pendant 3 jours, soit du 19 au 21 septembre en cours, 38 membres du corps professionnel de l'Office congolais de contrôle étaient à l'école du savoir. Une session de formation et de mise à niveau qui s'inscrit dans la volonté de résorber les retards constatés dans les programmes de savoir-faire et des compétences. Selon le partenaire Bivac qui a assuré ces 3 jours d'échange, ceci est l'une des étapes dans la mesuration continue des activités de l'OCC qui permettra d'accroître et de maintenir les compétences techniques, mais aussi assurer la partialité des inspections réalisées au bénéfice des clients, des partenaires et surtout de la population congolaise. Le directeur général de l'Office congolais de contrôle, Étienne Chimanga, a émis le vœu de voir les 38 membres formés faire désormais preuve du professionnalisme dans l'exécution du travail de terrain. Satisfait des participants. Comme vous le savez, l'OCC, c'est
C'est une entreprise à caractère scientifique et technique dont nous avons la responsabilité de nous évaluer périodiquement. Et aujourd'hui, il était temps, sur la vision du manager, le nouveau DG, de nous envoyer cette formation par le biais de notre partenaire Bivac. C'était une bonne matière et comme l'OCC est un organisme d'inspection, ça a tombé à pic et nous avons beaucoup appris et nous allons devoir le mettre en pratique. La remise des brevets aux participants a sanctionné ces 3 jours de formation. Toutes ces formations sont rendues possibles grâce au partenariat entre l'Office congolais des contrôles et les groupes Bureau Veritas. Dans le secteur des mines, le directeur général du service d'assistance et d'encadrement de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle SAEMAP, Jean-Paul Kapongo, vient de suspendre 2 directeurs provinciaux de ce service. Il s'agit de Georges Niembo pour le Lualaba et de Patrick Kitembo pour le Maniema. Il leur est reproché l'anarchie et l'opacité dans l'exercice de leurs fonctions. Crispin Chimikoufra. En mission d'itinérance dans les provinces de Lualaba et du Haut-Katanga, le directeur général du service d'assistance et d'encadrement de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle, SAEMAP, du ministère des Mines, Jean-Paul Kabongo Kadjobo, a découvert l'anarchie et l'opacité installée par certains directeurs provinciaux en exercice de leurs fonctions. Après une analyse conséquente des éléments de réponse aux différentes demandes d'explication leur adressées, le DG du SAEMAP a suspendu les directeurs provinciaux du Lualaba et du Maniema. Il s'agit de Georges Niembo Kintungwa pour les Lualaba et Patrick Kitembo pour les Maniema. Cette mission m'a permis de prendre connaissance, de voir ce qui se passe sur le terrain, c'est la gestion de ces 2 provinces. J'ai constaté une gestion calamiteuse qui n'est pas à la hauteur de nos missions. C'est ce qui m'a permis à prendre certaines décisions et parmi les décisions, j'ai suspendu le directeur provincial de Lualaba. Celui de Maniema, la même chose. Il y a beaucoup de choses. Ce dysfonctionnement ne me permet pas à rester calme ou tranquille. Parce que j'ai une mission que le président m'a confiée, c'est de changer. Et on doit changer. Et le changement est là. Ceci constitue d'ailleurs un avertissement pour d'autres directeurs provinciaux du même service du ministère des Mines. La bonne gouvernance, la traçabilité de la redevance, l'accompagnement des artisanaux passera par cette rigueur afin de sortir de la bergerie toutes les brebis galaises. Les territoires de Lubudi et Sandoa s'activent déjà pour la réélection de Félix Tshisekedi, voilà, qui explique la rencontre de leurs leaders Adel Kainda et Olivier Kiboko à Kinshasa ce jeudi en vue de peaufiner des stratégies. La représentante de la province du Lualaba dans le gouvernement Sama, Adel Kainda, ministre d'État en charge du portefeuille, a accordé son hospitalité ce jeudi à Olivier Kiboko, bourgmestre de la commune de Likasi. Entre les 2 leaders, à savoir du territoire de Sandoa et des Lubudi, il était question de peaufiner des stratégies pour assurer la réélection du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, en 2023 dans les 2 territoires, tel que l'affirme Olivier Kiboko. Je suis venu voir Madame Son Excellence, d'abord parce qu'elle est la représentante de notre province du Lualaba dans le gouvernement central. De 2, étant doyenne et leader de la province, il fallait qu'on échange avec elle, et moi étant leader du territoire de Lubudi, sur comment procéder à penser à la majorité ou au passage du chef de l'État aux élections de 2023. Ici, on a pris des stratégies qu'on va mener dans la province. Moi particulièrement, dans mon territoire de Lubudi, nous voulons que le chef de l'État constate que les enfants du Lualaba se sont déjà plongés au 2e mandat du chef de l'État. Il s'y est de signaler que le bourgmestre de la commune de Likasi a entamé une série d'échanges depuis un moment avec différents leaders du Lualaba pour la cause du chef de l'État. Après le bouclage de la première phase du chantier, le gouverneur de la province du Haut-Uélé, Christophe Bastian-Enanga, a de nouveau déployé l'office de voirie et drainage sur le boulevard Massizandra et Siro pour le travail de modernisation de la voirie urbaine.
En répit, l'Office de voirie et drainage poursuit son chantier de viabilisation des principales artères de la ville d'Issiro, chef-lieu de la province du Haut-Tuélé. Ici, dans le tronçon bâtiment de l'Assemblée provinciale, sur le boulevard Massis-André, la construction de ces caniveaux est quasi terminée. Un peu plus loin, c'est l'église AOG de Tiloba, sur cette section du même boulevard, où 120 travailleurs sont mobilisés pour cette opération. Depuis une semaine, ils se relayent sur cette artère qui traverse les deux bouts de la ville pour ravitailler ces chantiers avec de la latérite et des moellons essentiels pour l'érection de cet ouvrage. La deuxième phase consiste à construire les ouvrages d'assainissement sur une longueur de 2250 mètres. 800 mètres de la rivière Anne vers le quartier Casamar, 400 mètres vers l'avenue Toulouba et de la rivière Mendambo vers le nouveau bâtiment de l'Assemblée provinciale, ça fait 400 mètres. Venu Mandanga, 650 mètres. Les travaux sont financés à 100% par l'exécutif provincial. La première opération était d'abord de faire un désherbage, stabiliser les sols, compacter, couler les radiers. Et maintenant nous sommes au niveau de la maçonnerie en moellon. Un travail de qualité effectué sur terrain. Les travaux sont en train de réaliser conformément au cahier des prescriptions techniques du pays. À une semaine et demie, nous sommes à 16,7% déjà de réalisation physique. Le gouverneur Christophe Basséan Nanga met toutes les batteries en marche pour atteindre cet objectif. Pour sa rentrée politique, le Fonds patriotique 2023 se lance dans la campagne de vulgarisation des réalisations du chef de l'État, annonce faite par Steve Mbikaï, initiateur de ce mouvement qui réclame la réélection de Félix Tshisekedi. Il a fait, tel est le nouveau concept du Front patriotique 2023 de Steve Mbikaï qui, au cours d'une conférence de presse, s'est prêté à l'exercice d'éclairer les réalisations du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, dans tous les domaines dont la finance, l'éducation et les infrastructures. Nous entendons tous les jours, ça et là, que le président de la République n'a rien fait, qu'il a trahi le peuple. Nous disons-nous que c'est faux, c'est archi faux. Maintenant, on va commencer un virage décisif vers les élections. Alors, on s'est dit, eh bien, nous devons éclairer l'opinion sur ce qui était réalisé pour qu'on ne parte pas la route par rapport en 2023. Alors, le Fonds patriotique 2023 affirme haut et fort que l'homme a fait. Oui, il a fait. Effectivement, il a fait. Mais il faut voir qu'est-ce qui est fait pour l'intérêt général. Comme je parle des écoles, des infrastructures, des constructions, des stades, ainsi de suite. Il y a le budget qui est en train de croître. Le social est tributaire de quoi? Est tributaire de l'économie, est tributaire des infrastructures. Ce qu'on fait là va impacter sur le social, mais ce n'est pas automatique. À noter que le FP 2023 est un mouvement politique initié par Steve Mbikaï en vue de la réélection de Félix Antoine Tshisekedi en 2023 et l'octroi d'une majorité parlementaire pour une bonne gestion. Excuse pour la qualité du son. Allez, on va aller en dehors de nos frontières. Ce jeudi est marqué par les 62 ans de l'indépendance de la République du Mali sous la gouvernance du président de transition, le colonel Assimi Goïta. Cet anniversaire qui aurait dû être un moment de fierté nationale baigne dans des accusations. Le cas de la Côte d'Ivoire qui accuse le Mali d'avoir pris en otage depuis plus de 2 mois 46 soldats de l'armée ivoirienne. À la veille de la commémoration du 62e anniversaire de l'indépendance de la République du Mali, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a fait appel lors de son discours au peuple malien à ne pas succomber aux démons de la division, malgré les actions de manipulation et des campagnes médiatiques mensongères qui visent à saper le moral des vaillants soldats et à créer la confusion au sein du peuple. Dans son message à la nation, le colonel Assimi Goïta a rappelé que cet événement historique est un rendez-vous auquel les citoyens maliens doivent accorder la plus haute importance, car c'est le jour de souvenir de la dignité retrouvée après une longue durée de domination coloniale, mais les Maliens font face à de multiples complots qui viennent de l'extérieur. Les chefs d'État de la Communauté économique de développement de l'Afrique de l'Ouest seront en sommet extraordinaire de cette organisation à New York,
aux USA en fin de journée. Les dossiers des 46 soldats ivoiriens détenus au Mali depuis le 10 juillet 2022, la durée de la transition au Mali et en Guinée sont parmi les sujets qui seront évoqués lors de cette rencontre. Convoquée par le président de la CEDEAO, Umaro Sissoko, des lourdes sanctions sont attendues dès ces sommets. Mahsa Amini, symbole de l'oppression des femmes en Iran. Depuis le 17 septembre, la mort troublante de cette jeune iranienne de 22 ans arrêtée par la police de mœurs. Le peuple d'Iran bat le pavé pour se soulever contre son système islamique. Des manifestations d'une grande ampleur ont éclaté dans tout le pays pour lutter contre la répression que subit toute la société. Un élan de colère grandissant qui se heurte pourtant à de nombreux obstacles pour espérer déstabiliser le pouvoir en place. Depuis la mort de Mahsa Amini, âgé de 22 ans en Iran, le 17 septembre 2022, décès survenu lors d'une arrestation par la police de mœurs iranienne pour tenue indécente, la population n'est pas restée indifférente et elle a exprimé son mécontentement sur les malheureux incidents commis par la police et ne digère pas le fait qu'une personne soit tuée juste à cause d'une loi islamique. La population crie vengeance pour la fille Mahsa Amini. Depuis 5 jours, l'Iran fait face à une succession de manifestations de colère jour et nuit, causant beaucoup de dégâts, notamment plusieurs pertes en vies humaines non répertoriées. À partir de jeudi 22 septembre, les autorités iraniennes ont imposé des restrictions drastiques sur Internet, bloquant notamment l'accès aux réseaux sociaux, à raison de troubles qui ne font que s'accroître chaque jour qui passe. Il n'est plus possible en Iran d'accéder à Instagram depuis mercredi soir et l'accès à WhatsApp et toute autre application nécessitant la connexion Internet est également perturbé. On revient au pays pour parler sport. Championnat d'Afrique de courage. La moisson était abondante pour les léopards de la RDC, revenus au pays avec 8 médailles qu'ils ont présentées ce jeudi au patron du sport, Serge Condé. 6 médailles d'or et 2 en bronze. Telle a été la moisson des léopards au championnat d'Afrique de courage en Afrique du Sud. Des résultats qui ont ravi le ministre de Sport et Loisirs Serge Condé, auprès de qui athlètes et dirigeants de la Fédération congolaise de courage ont présenté le fruit de leur travail. Lors de ce championnat du monde, la Fédération congolaise de courage compte rester dans la dynamique des résultats, d'où un soutien sans faille s'impose. Bakonzi Mboka va soutenir Bisso dans le championnat du monde dont nous préparons déjà tout bandit préparation parce que la préparation ça est tout mondial les ans Bisso le 22 à 28 novembre et permettre Bisso va soutien à les belés puisque tout racheter sous la médaille il y a bien. Notons par ailleurs qu'au-delà, le ministre de Sport et Loisirs, Serge Condé, a donné à la Fédération congolaise de courage quelques orientations afin de les aider à atteindre leur objectif. Allez, venons-en, rappel des principaux titres. Conflit intercommunautaire, Teke Yaka, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Daniel Asselo, a reçu le grand chef coutumier Yaka avec comme mission rassembler tous les fils et filles de Kwamouth pour rétablir la paix dans cette partie du pays. Un mort et 2 blessés dans le Nord Kivu, précisément dans le territoire de Rutshuru. C'est les bilans ce jeudi de la marche pour déplorer l'occupation de Bunagana par le M23 depuis 100 jours. Marie-Olive Lembe-Kabila a offert ce jeudi des kits scolaires à une centaine d'écoliers de la ville de Goma, des kits aussi pour les enseignants, une promesse faite à cette population du Congo central pour promouvoir l'égalité des chances et l'école pour tous. En Iran, des manifestations continuent depuis le décès de la jeune Mahsa Amini, un élan de colère grandissant qui se heurte pourtant à de nombreux obstacles pour espérer déstabiliser le pouvoir en place. Ce journal est complètement terminé à tous. Merci de l'avoir suivi. L'actualité reste incontinue.
L'artiste musicienne Chalamwana a la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances les décès de son frère aîné, Jonas Ngalamouloumé, du corps logistique Kankokolo, ce mercredi 21 septembre 2022 dans la journée. Les programmes des obsèques vous sera communiqué ultérieurement. Communiqué nécrologique. La famille Dieudonné Mbouyaya Mbakata et tous les ressortissants du village Mukumbi, Cheferi, Pelendende, Kobo, territoire de Kenge, province du Kwango, annoncent les décès de leur mère, sœur, fille, Lambertine Maboudila Kifuka, survenue le vendredi 16 septembre 2022. Le deuil se tient sur l'avenue Kisangani numéro 20 dans la commune de Ngaba. La levée du corps interviendra ce samedi 24 septembre 2022 à 9h30 à l'hôpital du Cinquantenaire avant l'inhumation au cimetière Nécropole entre terre et ciel. Ces communiqués tient lieu de faire part.